La nouvelle édition continue d'avancer avec de nouveaux codex, dont les plus récents sont les Necrons et l'Adeptus Mechanicus. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un article assez intéressant de Gunhammer traitant des détachements de Necrons. Commençons par le protocole de réanimation. Les unités récupèrent toujours des figurines d'une valeur de D3 points de vie, et il existe quelques moyens d'améliorer les choses. Ce qui a changé, ce sont les synergies et les bonus qui rendent les choses un peu moins insensées qu'auparavant. Les guerriers Necrons ne lancent plus un D6 ou D3+3, mais relancent tout le jet de protocole de réanimation. L'orbe de résurrection est un objet à usage unique qui permet d'activer les protocoles de réanimation à la fin de n'importe quelle phase et remplace le D3 par un D6. Les réanimateurs Canoptech ajoutent toujours les D3 points de vie supplémentaires, mais la portée n'est plus que de 3 pouces au lieu de 12. Les arches fantômes permettent toujours à une unité de guerriers Necrons à proximité d'utiliser les protocoles de réanimation après avoir été blessé lors d'une attaque, mais qu'une seule fois par tour. Le détachement de Dynastie éveillée a toujours le protocole de la Légion impérissable qui permet d'activer les protocoles de réanimation après une attaque. Le détachement de la Légion d'annihilation peut activer les protocoles de réanimation pour les unités du culte destroyer et les dépeceurs après avoir détruit ou sérieusement endommagé une unité en utilisant la réanimation meurtrière. Le détachement de cour Canoptech peut utiliser Suboptimal Facade pour activer les protocoles de réanimation sur une unité Canoptech qui est la cible d'une charge et qui est entièrement dans leur matrice. Le détachement Hypercrypt peut utiliser la Reanimation Crypt pour activer les protocoles de réanimation des unités qui sont en réserve. Le résultat final est que les synergies qui rendaient les Necrons difficiles à tuer ont été largement limitées, en particulier dans le cas des guerriers Necrons. Les guerriers faisaient en moyenne 3,5 points de vie par jet sans aucun soutien, et 5 points de vie par jet lorsqu'ils étaient près d'un marqueur objectif. La présence d'un réanimateur Canoptech à proximité augmentait cela de 2, et le fait toujours, mais avec une aura beaucoup moindre. Avec les nouvelles règles, les guerriers font en moyenne 2,33 points de vie sans le réanimateur et 4,44 points de vie lorsqu'ils sont à proximité et que l'on prend en compte la relance. Nous avons clairement une baisse de la capacité principale de la faction à pouvoir maintenir ses unités sur le champ de bataille. Mais dans l'ensemble, est-ce réellement le cas? Regardons l'utilisation des relances. Lorsqu'il s'agit de comparer un jet de dés pour une valeur à atteindre, la décision d'utiliser une relance est assez simple. Dans le cas de jets de dés variables comme les protocoles de réanimation, la stratégie optimale consiste à relancer les dés lorsque le résultat est inférieur à la moyenne du jet. Pour 1 des 3, le résultat moyen est de 2, et avec 1 des 6, le résultat moyen est de 3,5. Avec 2 des 3, la moyenne est de 4, tandis qu'un des 3 plus des 6 a une moyenne de 5,5. Cela signifie que vous devriez relancer le protocole de réanimation lorsque le résultat est de 1 sur 1 des 3, moins de 4 sur 1 des 6, ou sur 2 des 3, et moins de 6 sur D3 plus D6. Notez que dans le cas d'un D3 et de 2 D3, peu importe si vous relancez sur un résultat de 2 ou de 4, le résultat moyen avec la relance est le même. Mais relancer un résultat moyen devient une question de tolérance au risque. La chance d'obtenir un résultat plus élevé est la même que d'obtenir un résultat plus bas. Regardons du côté des règles de détachement. Le codex propose 5 détachements. La dynastie éveillée déjà présente dans l'index et 4 nouveaux. Celui de la dynastie accorde un +1 pour toucher aux unités dirigées par un personnage, ce qui se traduit par une amélioration de 33% pour un jet de touche à 4+, et de 25% pour un jet de 3+. Le détachement de la cour Canoptech permet aux unités Cryptech et Canoptech effectuant des attaques de relancer les jets pour toucher de 1, soit une amélioration en gros de 17%. Ou de relancer tous les jets pour toucher lorsqu'elles sont entièrement dans leur matrice. Le détachement de la Légion d'annihilation permet aux unités destroyers ou dépeceurs de relancer les jets de charge, et d'ajouter +1 contre les cibles qui sont à moins de la moitié de leur force. Ce tableau montre l'impact de la relance de 2d6. Le détachement de la phalange d'obéissance ajoute +1 au jet pour blesser pour les unités Overlord, Lichguard ou Triarche, ciblant une unité ennemie spécifique. L'effet sur la probabilité peut être observé dans le tableau, et elle est généralement plus significative que les jets pour toucher, car les jets pour blesser contre les cibles d'intérêt sont généralement plus bas. Le détachement Hypercrypt peut mettre une partie de leur armée en réserve stratégique à la fin du tour de leur adversaire, donc en gros il n'y a rien de quantitatif à travailler. Maintenant, regardons l'insensible à la douleur. Un élément que les joueurs remarqueront est bien que la capacité protocole de réanimation soit atténuée, la présence d'une insensible à la douleur 5+, sera assez courante. Tous les Cthans y ont accès, tout en réduisant de moitié les dégâts entrants. Et le technomancien sera très demandé, car il offre non seulement l'insensible 5+, mais permet également à une figurine située dans les 6 pouces de gagner D3 points de vie à la fin de chaque phase de mouvement.
Bien qu'un 5+, puisse ne pas sembler très impressionnant, en réalité, les capacités permettant d'ignorer les pertes de points de vie sont extrêmement puissantes, car elles s'appliquent à chaque attaque entrante. Autrement dit, l'insensible s'applique aux dégâts qui ont dû être infligés pour compenser les dégâts qui ont été précédemment ignorés, et ainsi de suite. Une figurine de 10 points de vie avec une insensible 5+, équivaut à une figurine de 13,33 points de vie. Les choses deviennent encore plus intéressantes lorsque l'on considère l'effet de réduction de dégâts et de l'insensible. Chaque Octane a 12 points de vie, endurance 11, avec une insensible 5+, et réduit de moitié les dégâts entrants. D'ailleurs, pour ceux qui liront l'article de Gunhammer, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais n'ayant pas obtenu les mêmes résultats, je vous donne les miens à la place de ceux de l'article. La réduction des dégâts double virtuellement le nombre de points de vie d'Octane, soit 12 x 2, 24. Si on divise les dégâts par 2, inversement, on va multiplier les points de vie par 2. Puis l'insensible 5+, augmente cela de 1/3, pour une valeur équivalente finale de 32 points de vie. En d'autres termes, les capacités d'un Octane le rend presque 3 fois plus résistant que ne le suggérait la ligne statistique. Cela rend également chaque point de vie restitué, comme avec le protocole de réanimation ou la capacité du Technomancer, 3 fois plus efficace qu'il n'y paraît autrement. Maintenant, discutons technomancien contre chronomancien. Alors que les avantages des technomanciens avec une insensible 5+, sont évidents, les chronomanciens offrent également des avantages qu'il ne faut pas négliger. En plus d'apporter une amélioration significative à la mobilité, les chronomanciens soustraient 1 au jet pour toucher de toutes les attaques ciblant son unité. En termes de probabilité, le jet pour toucher peut être considéré comme une sauvegarde inversée. Du point de vue de la figurine ciblée, un 3+ pour toucher est identique à un 5+ pour sauvegarde, car dans les deux cas, la chance qu'aucun dommage ne soit infligé aux figurines est de 33,33%. Par exemple, un jet pour toucher de 2+, signifie que la chance qu'aucun dommage ne survienne est de 1 chance sur 6. Si ce jet pour toucher est réduit à 3+, alors la chance qu'aucun dommage ne survienne est de 1 chance sur 3, soit 2 chances sur 6. Cela signifie que le changement est mieux qu'une insensible de 6+. Réduire un jet pour toucher de 3+ à 4+ équivaut à une insensible 5+, ce qui signifie que les chronomanciens ne doivent pas être négligés lorsque l'on pense à la manière de préserver les guerriers nécrons ou les immortels et vous souhaitez utiliser les technomanciens sur les spectres. Par rapport à l'article, je rajouterai certaines précisions. D'abord, dans ce tableau, on peut constater que la possibilité de relancer n'importe quel dé possède une grande capacité de réussite, ce qui signifie que les sources vous permettant de relancer tout ou en partie vos dés, comme par exemple le serment de l'instant chez les Space Marines, annuleront presque l'intérêt d'infliger un malus pour toucher. A contrario, si des touches fatales se cumulent à la relance, il sera important de fournir ce malus de touche, car l'objectif de votre adversaire sera de chercher les blessures automatiques. Avoir ceci en tête vous permettra durant vos parties de mieux gérer vos différentes ressources. Enfin, le nouveau codex Necron apporte des changements qui nécessiteront des ajustements de la part des joueurs, et en particulier en ce qui concerne les protocoles de réanimation. L'élimination des synergies et la réduction des auras les rendent nettement moins résilients, mais il existe d'autres options pour compenser cela. Les joueurs devront examiner de près les technomanciens et les chronomanciens s'ils veulent rendre leurs unités plus résistantes, et les Ctanes sont devenus particulièrement difficiles à tuer grâce à la combinaison de la réduction des dégâts et de l'insensible 5+. Les détachements contiennent également une variété d'effets intéressants et utiles, le canoptech courte semblant particulièrement efficace. Bon, avant de finir, au moment où j'écris cette vidéo, nous commençons à voir les premiers résultats de tournoi avec les nouveaux codex Necron et Adeptus Mechanicus. Et puisque nous avons discuté des Necrons dans cet épisode, je vous propose une liste ayant remporté le tournoi Rise of the Empire, ayant regroupé plus de 80 joueurs en cours canoptech. Dans les personnages, le Nyctophore, le Dragon du Vide, le Transcendant Ctane, un Destroyer X-Mark en tant que seigneur de guerre, 3 technomanciens dont l'un aura l'optimisation Dimensional Sanctum pour offrir infiltration à son unité de spectre. Dans les autres unités, on retrouve 3 unités de 6 spectres canoptech. Ils sont tous équipés avec leurs griffes de base, les Vicious Claws et les armes à particules pour ce qui est du tir. Une unité de 5 dépeceurs, un Destroyer Locust lourd avec son Gauss Destructeur, et on finit avec 2 unités de 3 mécanoptères. 2 ont l'arme à particules, les 3 ont le Shadowloom et le dernier a le Tesla jumelé. Allez, passons au débrief. Au premier abord, j'ai cru lire une liste V9 avec la triplette de Ctane. J'ai vu cours canoptech, ça m'a rassuré. Bon, c'est assez courant que les premiers succès avec un nouveau codex se concentrent sur les extrêmes de ce qu'ils peuvent faire. Et la combinaison de 18 spectres et 3 Ctane en est un exemple, offrant un nombre astronomique de points de vie avec à la fois une sauvegarde invulnérable à 4+, et une insensible à la douleur 5+. Ce n'est pas pour rien que nous en avons parlé en début de vidéo.
Le Nyctophore et le Dragon du Vide complètent également bien les spectres. L'un des seuls défis pour ces canoptèques étant de lutter contre des cibles lourdes, mais les Cthulhu n'auront pas ce problème. Il y a également une excellente saturation de menaces, ce qui pose un problème pour certaines des meilleures listes actuelles. Les Aeldari pourraient tout simplement ne pas être en mesure de tuer tout ça assez rapidement, en particulier étant donné leur durabilité. Et il y a trop de choses à ralentir pour que les tisseurs de nuit soient aussi efficaces que d'habitude. Cela semble également performant contre certaines listes Space Marine du chaos, notamment celles sans cultistes maudits et sombre communion, qui sont la principale menace pour une unité de spectre. Les taux axés sur les crisis, les Space Marines en Iron Storm et les ligues de Votann sont les principales constructions qui pourraient poser problème, car ils peuvent probablement éliminer progressivement cette armée, bien que même là, les 3 Cthulhu pourraient faire la différence. D'ailleurs, l'Iron Storm et les Votann me semblent les plus incertains, et je suis assez curieux de voir s'ils se révèlent être une bonne réponse, car dans le cas contraire, les Nécrons s'apprêtent à dominer l'univers compétitif. Dans tous les cas, félicitations pour cette première place. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous voulez avoir accès aux épisodes en avance et ce sans publicité, n'hésitez pas à vous diriger en description. Vous y trouverez le lien de ma page Tipeee. D'ailleurs, vous aurez aussi un lien d'affiliation ainsi qu'un coupon de réduction de 5% sur vos commandes effectuées chez notre partenaire Wargame House, qui s'est engagé à reverser 5% de vos achats à la chaîne. Allez, je ne vous embête pas plus, et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent Wargame.